chers amis militants et sympathisants de la gauche. Je crois que c'est plus adéquat en effet avec l'Assemblée que nous représentons ce soir. Cette Assemblée est réunie à l'invitation de Rage, et sans doute que la plupart vous ne savez pas ce que c'est que Rage, mais il y a à peu près plus d'une dizaine d'années, Mathieu me disait que c'était en 2000-2001 tout à l'heure, avec quelques jeunes amis, nous avions, dans une période qui n'était pas facile, déjà à cette époque, qui nous causait quelques soucis et quelques inquiétudes, nous avions décidé de nous réunir et de faire une série de réunions que nous avons faites en particulier à la Manu, pour réfléchir ensemble. Vous savez que Rage, ça veut dire effectivement la réunion des rageurs, mais ça veut dire réfléchir à gauche ensemble. Et il est apparu qu'aujourd'hui, où la situation est encore plus périlleuse qu'en 2000-2001, il est apparu à quelques jeunes camarades et amis qu'il était utile de nous réunir, si vous voulez, à un moment où chacun ressent bien, on en parlait ensemble dans le couloir déjà, chacun ressent bien le caractère gravissime de la situation de la gauche aujourd'hui. Et donc la nécessité de réfléchir à gauche ensemble est absolument impérative. Je voudrais, sans être grandiloquent, mais dire un tout petit mot en ce centenaire d'assassinat de Jaurès, de dire combien Jaurès lui aussi était dans le trou et où il a malgré tout réussi à réunir des gens extrêmement divers. Ça allait des guédistes d'un côté, aux vaillantistes de l'autre, blanquistes, aux socialistes réformistes, les socialistes indépendants comme on disait. Il y avait cinq voire six grandes familles socialistes à l'époque, dans les années 1900, juste après la grande confrontation de l'affaire Dreyfus, avec des divisions qui traversaient chacun de ces groupes, précisément à propos de l'affaire Dreyfus, et bien sûr de tout ce qu'est l'unité ouvrière, etc. Donc à un moment particulièrement difficile, Jaurès est parvenu à faire en sorte qu'une certaine unité, vous voyez, je suis nuancé, une certaine unité de la gauche puisse se produire, avec une volonté unitaire à franchir tous les obstacles. Et c'était à l'époque la dispersion, j'oserais bien le mot dislocation aujourd'hui, avec une âpreté des débats qui vaut bien l'âpreté des débats du début du XXe siècle. Alors aujourd'hui, on a de grandes insatisfactions face à la gouvernance, par exemple, de la gauche et des socialistes, des insatisfactions qui tiennent à des incompréhensions aussi de la politique, de la clarté d'exposition, de contradictions qui apparaissent aux yeux des citoyens. Et tout ça, je suis très succinct bien entendu, mais vous le ressentez, tout ça produit une abstention de l'électorat de la gauche, et là, je nous mets tous dans le même panier, une abstention absolument considérable, c'est-à-dire, finalement, l'électorat de gauche fait la grève de l'élection. Et donc ça, c'est une situation évidemment gravissime. Et puis, il y a évidemment le Front National, avec sa fantastique capacité de perversion et de récupération de thèmes, y compris les nôtres, et qui fait que les citoyens sont extrêmement brouillés, ont de la peine à avoir des repères, à comprendre la situation. Situation, bien sûr, qui résulte pas simplement de nos erreurs ou de nos tares, mais qui résulte aussi et très largement d'une situation nationale, européenne, mondiale, qui bouleverse en effet les rapports de production, les échanges sur toute la surface de la planète, qui bouleverse
un certain nombre de concepts que nous pouvions avoir apparemment bien forgés. Je pense, qu'est-ce que c'est que le concept de lutte de classe aujourd'hui? Moi, personnellement, je pense qu'il y a toujours lutte de classe forcenée au niveau de la planète, mais les contours sont sans doute modifiés, si vous voulez, par rapport à ce qu'on pouvait penser encore il y a une cinquantaine d'années. Donc, comme disait l'autre, je crois que c'était le général de Gaulle, vous voyez, on peut faire toutes les citations possibles, il faut commencer par le commencement. Et d'abord se réunir malgré nos différences et nos conflits. Et vous verrez ce soir nos différences et peut-être nos conflits. Exposer et débattre sur la politique économique et sociale, bien entendu. Chercher, à la manière de Jaurès, qui a fait des concessions, et les autres aussi ont fait des concessions, les points de convergence. Il y en a, je suis convaincu qu'il y en a. Et avancer pas à pas au fil de débats comme celui de ce soir, d'autres que, avec les amis et camarades de Rage, nous pourrions organiser encore au fil des semaines et des mois. Donc je crois qu'il faut avancer et il faut le faire sans peur d'exposer nos différences, nos points de vue, nos angles d'attaque, si vous voulez, mais il faut le faire dans le respect des analyses et des opinions. Et je crois que ce soir, c'est très important que nous respections, si vous voulez. J'ai trop vu encore ces derniers mois les ricanements, les rires de tous ceux qui sont assurés d'avoir toute la vérité. Moi, je crois que la vérité, on l'aura ensemble, et pas simplement morceau par petit morceau. Et donc, ça nécessite un très grand respect des opinions et des sensibilités qui sont représentées évidemment ce soir. Donc point de désaccord, point de convergence, respect si vous voulez des uns et des autres. Alors pour entamer cette soirée, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Guillaume Duval. Beaucoup d'entre vous, je présume, sont des lecteurs réguliers de la revue Alter Ego, comme on dit entre nous, réguliers. Une revue qui évidemment a des points de vue. La droite estime que c'est une revue anti-globalisation qui sert aux enseignants gauchistes. Je charrie, mais ça se dit quand même comme ça un peu. Et donc Guillaume va nous exposer un peu depuis le début de la revue jusqu'au début des années 80, un peu le parcours et en même temps les points de vue d'aujourd'hui, hein, les angles de vision et d'analyse qu'ils peuvent avoir. Et puis, évidemment, autour de nous, et je me garderai bien justement de les désigner par leur étiquette, mais précisément pour laisser les sensibilités s'exprimer, hein, celles de Jean-Philippe, d'Émeric, de Thierry, d'Alain et Chloé. Hein, voilà. Pourquoi j'ai dit Eric? Ah oui, j'ai cru que excuse-moi, c'est pas très grave. Mais, je crois que les uns et les autres ont aussi leur démarche, leur point de vue, leurs analyses. Si vous m'accordez quelques minutes à moi aussi, je ne manquerai pas de dire mon opinion. Mais voilà. Et ensuite, évidemment, on est peut-être un petit peu nombreux à cette tribune qui n'en est pas vraiment une. Et évidemment, la salle va avoir largement l'occasion, hein, mais de parler, bien sûr, et de s'exprimer. Donc c'est dans cet esprit, hein, que nous sommes réunis ce soir. Nous sommes relativement nombreux. Évidemment, j'ai dit relativement. Et il est clair que dans nos organisations, on ne peut pas non plus dire que toutes les réunions sont archi-pleines par les temps qui courent, hélas, toute sensibilité confondue. Et donc, pour nous maintenant, c'est, à notre sens, à Rage et aux amis de Rage, c'est une pierre où on redémarre. Hein. Dans ce qu'avait fait Jaurès de son point de vue, dans son contexte, nous, il faut recommencer. Eh bien, on recommence ensemble ce soir, dès maintenant, avec Guillaume. Bonsoir. Tout d'abord, merci à Eric Touzeau, merci à Rage de m'avoir invité. Je suis
la fois très honoré, un peu impressionné d'être au centre du rassemblement de la gauche nantaise. Donc c'est toujours avec plaisir et intérêt qu'on se soumet à ce genre d'exercice, d'abord parce que ça permet effectivement de faire connaître et de parler un peu d'Alternative économique. Donc l'Alternative économique qui existe depuis 34 ans. On est une coopérative et donc on édite un journal économique de gauche. C'est effectivement très rare, à la fois en France, enfin c'est unique en France et c'est très rare dans le monde, mais ça marche pas mal. On vend 95 000 exemplaires chaque mois, on est crédité de 800 000 lecteurs réguliers par un audimat des magazines. Ceci étant dit, dans le contexte actuel de la presse, on a besoin réellement de votre soutien. On vient de lancer en particulier, vous avez une petite publicité là, un nouveau site internet et un nouveau produit purement numérique sur lequel on compte beaucoup pour notre avenir, et notre avenir dépend beaucoup de vous. Je sais que tout le monde a pris l'habitude d'avoir de l'information gratuite, mais l'information elle n'est pas gratuite, il faut la produire. Ceux qui la donnent gratuitement la donnent en échange de pub, avec ce que ça veut dire sur le contenu. Donc sinon, sur les sujets qui nous occupent, si tu n'es pas venu quand même pour faire la pub d'Alternative économique uniquement, sur les sujets qui nous occupent, je voudrais revenir brièvement sur la crise européenne, revenir dans ce contexte sur la situation de la France et enfin terminer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Donc sur la situation, sur la crise elle-même, je ne vais pas vous faire tout le topo sur le déroulement de toute la crise, mais il faut bien mesurer à quel point on est dans une situation absurde. C'est-à-dire que c'est une crise américaine qui a été déclenchée par les folies qui avaient été faites aux États-Unis en matière de dérégulation de la finance, par les déséquilibres macroéconomiques américains avec des Américains qui consommaient beaucoup plus qu'ils ne produisaient de façon croissante, un déséquilibre croissant depuis une trentaine d'années maintenant. En fait, l'Europe ne connaissait pas l'ensemble de ces déséquilibres. C'est-à-dire que si on regardait l'Europe et les États-Unis en particulier depuis Mars ou la Lune, on dirait forcément aujourd'hui, les Américains, c'est vrai qu'ils ont déconné pendant très longtemps, ça va être très difficile pour eux, Obama il cause bien, mais il va falloir qu'ils s'ajustent et ça va être un processus assez pénible. Mais on dirait forcément, l'Europe, ça va pas si mal que ça, il devrait s'en sortir sans trop de difficultés de la crise, et il ne vous a pas échappé que c'était pas comme ça que ça se passait. En effet, si vous voulez, donc je l'ai déjà évoqué, mais les Américains consomment beaucoup plus qu'ils ne produisent. C'est pas du tout le cas de l'Europe. Les comptes extérieurs de l'Union européenne, les comptes extérieurs de la zone euro sont excédentaires. J'y reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, ils sont excédentaires à des niveaux de folie. Les Américains n'épargnaient quasiment plus rien avant la crise, et ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont un peu mal, c'est qu'ils doivent se mettre à épargner. C'est pas du tout le cas des Européens, c'est pas les Français en particulier. Les Français sont des champions du monde de l'épargne. C'est pas forcément vous ici, mais globalement c'est le cas. On épargne trop en France, on épargne trop en Allemagne, on épargne trop en Italie. Les Américains étaient surendettés au niveau des ménages, c'est pas le cas globalement en Europe, c'est un peu le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Irlande, etc. Mais globalement en Europe, c'est pas le cas, c'est pas le cas des Français en particulier. Même si on prend ce qu'on considère aujourd'hui comme le principal défaut, problème des Européens, à savoir la dette publique, on a encore aujourd'hui 10 points de PIB de moins de dette publique que les Américains. Et donc si on regarde les choses de très loin, on est moins mal barré a priori dans ce que les économistes appellent les fondamentaux de l'économie que les Américains. Or, pour l'instant, ils s'en tirent moins mal que nous. Ils sont très loin d'être sortis d'affaires. Ça reste très compliqué pour eux. Le chômage a baissé, mais il y a beaucoup de gens qui sont retirés du marché du travail. Les salaires n'ont pas augmenté, enfin les revenus n'ont pas augmenté, etc., etc. Mais ils s'en tirent moins mal que nous. Ils s'en tirent moins mal que nous, non seulement que nous Français, mais que les Allemands. C'est-à-dire que à la fin 2013, le PIB américain, il était de 6 points supérieur à ce qu'il était en 2008. Le PIB allemand, il est de 3 points supérieur à ce qu'il était en 2008. Donc les Américains sont sortis 2 fois moins mal que les Allemands de la crise.
on nous bassine beaucoup avec les Allemands, et je peux vous en parler un peu si vous voulez après, mais en fait, c'est vraiment sur le mode, au pays des aveugles, les parents ne sont rares. Même en Allemagne, il ne s'est rien passé d'extraordinaire depuis la crise. Donc, bon, pourquoi est-ce que c'est comme ça et pourquoi est-ce qu'on s'en sort toujours pas? On a fait des choses en Europe, des choses importantes, significatives. Enfin, je veux dire, si on avait dit à Angela Merkel au début de l'année 2010 qu'on allait faire un fonds permanent de 700 milliards d'euros pour venir en aide aux pays en difficulté, si on lui avait dit que la Banque Centrale Européenne dirait que s'il y a de la spéculation contre un État, elle achètera toutes les dettes de cet État pour casser la spéculation, si on lui avait dit qu'on ferait une union bancaire, que ce serait plus les États nationaux qui contrôleraient les grandes banques, mais que ce serait un truc européen et qu'il y aurait un truc européen pour refinancer les banques qui seraient en difficulté, elle aurait probablement soit ricané, soit explosé, mais en tout cas, elle aurait été sûre que de son vivant, ça se ferait pas. Ça s'est fait, ça permet de solidifier l'architecture de la zone euro et de corriger un certain nombre de défauts majeurs qu'elle avait à l'origine. Alors, il y a certainement parmi vous des gens qui pensent qu'il faudrait sortir de la zone euro ou renoncer à l'euro. En tout cas, c'est pas mon opinion. Je pense que si on devait renoncer à l'euro, on aurait forcément des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. On ne sait pas ce qu'on ferait des dettes anciennes. On relancerait le dumping. Non seulement il y aurait du dumping fiscal et social en Europe, mais il y aurait en plus du dumping monétaire à nouveau. L'idée qu'on pourrait quitter l'euro en étant plus coopératif et en relançant l'intégration européenne, je pense que c'est du pipeau intégral. C'est forcément, si on quitte l'euro, c'est forcément dans une attitude agressive vis-à-vis de nos voisins, et ça relance forcément, ça complique forcément les choses en Europe. Mais bon, je sais que c'est un débat à gauche, mais là-dessus, on a une opinion assez ferme, et dans ce contexte-là, on considère que des choses importantes et utiles ont été faites pour corriger les défauts de l'architecture de la zone euro dans la crise. Pour autant, on ne s'en sort pas du tout. Pourquoi? C'est parce que, en contrepartie de ces choses-là, on a dû accepter de renforcer le carcan budgétaire et l'austérité budgétaire pour que Mme Merkel et le gouvernement allemand en particulier acceptent de faire toutes ces choses-là, même si elles ont été faites trop peu, trop tard, tout le temps, etc., etc. Donc c'est le six-pack, c'est le two-pack, c'est le TSCG. Ce qui fait qu'on s'en sort pas, c'est que tout ça nous a obligés à être aujourd'hui dans ce qu'on appelle à avoir trop d'austérité budgétaire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce que les économistes appellent un policy mix. Donc, le policy mix, c'est ce qui caractérise la politique économique qui est menée dans une zone, c'est la combinaison de ce qui est fait sur le plan de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Donc, avec toutes ces règles et toutes ces choses qui ont été renforcées, on aboutit aujourd'hui à un policy mix de fou à la zone euro, à savoir que on a une banque centrale qui, même si elle le fait pas forcément assez, etc., passe quand même son temps à subventionner grassement les banquiers en leur donnant de l'argent à des taux d'intérêt inférieurs au niveau de l'inflation, en leur prêtant des sous à des conditions tout à fait extraordinaires, etc., etc. Mine de rien, c'est quand même de l'argent public, et c'est quand même subventionner les banquiers qui nous ont mis quand même dans le mur en 2008-2009. Et dans le même temps, on demande aux gens ordinaires de se serrer très fort la ceinture parce qu'on leur augmente les impôts en même temps qu'on baisse les dépenses publiques un peu partout. Donc c'est totalement invendable socialement et politiquement. Je veux dire, on peut expliquer ça à personne et il ne faut pas s'étonner malheureusement que les anti-européens et l'extrême droite gagnent sur des bases comme ça quand on constate ce genre de politique. Mais c'est en plus totalement inefficace sur le plan économique. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'il y a parmi vous des tas de gens qui pensent que le coût du capital est très élevé en Europe. Je pense que c'est connerie. Le coût du capital, il n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. C'est pas une question de coût du capital. Le capital, il est disponible à très bas prix. Le problème, c'est que personne n'en veut. C'est-à-dire que dans un contexte où on demande aux gens ordinaires de se serrer très fort la ceinture, ils consomment pas. Comme ils ont peur en plus que la protection sociale se casse la figure dans le futur,
Ils mettent en plus de l'argent de côté parce qu'ils se disent quand je serai malade, je serai moins remboursé, quand je serai à la retraite, j'aurai une plus petite retraite, quand mon fils ou ma fille ira à l'université, ça coûtera plus cher. Donc il faut mettre des sous de côté. Donc tout ça freine l'activité dans un contexte où les gens ne consomment pas, n'investissent pas, épargnent beaucoup, etc. Les entreprises elles-mêmes n'ont strictement aucun intérêt à investir puisqu'elles anticipent aucune demande particulière, donc elles n'investissent pas. Donc l'argent de la BCE, il sert à quoi? Il sert juste à faire monter des bulles spéculatives nouvelles et éventuellement à déstabiliser les pays du Sud, puisque les gens empruntent très peu cher chez nous pour aller jouer au casino au Brésil ou ailleurs où les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc ça ne sert à rien, enfin c'est contre-productif sur le plan social et politique, et ça ne sert à rien sur le plan économique. Alors je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on peut faire dans un contexte comme ça, mais je voudrais juste prolonger quelques mots plus spécifiquement sur la France. Alors, dans ce contexte-là, les Français et les dirigeants socialistes de gauche français, apparemment eux aussi, ont fini par se convaincre que la France était devenue l'homme malade de l'Europe. C'est une connerie majeure. La France, c'est un des pays d'Europe qui a le moins mal résisté à la crise jusqu'ici. C'est la bonne tenue de la demande intérieure française en particulier qui a permis de sauver la zone euro. C'est parce que l'économie française ne s'est pas écroulée au moment où la Grèce, l'Espagne, le Portugal, etc. S'écroulaient que l'euro existe encore, que l'Europe n'a pas explosé, etc. Pourquoi est-ce que la demande intérieure française a tenu? C'est parce que jusque-là, les coûts salariaux français n'ont pas baissé et les dépenses publiques françaises n'ont pas baissé. Je pourrais dire, pour être tout à fait honnête, je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas trop mal géré la crise en termes de politique économique globale. Il n'a pas écouté Bercy, pas autant que d'autres, dans cette gestion de crise, et il a eu relativement raison. Donc c'est pour ça que la zone euro a tenu, mais c'est aussi pour ça qu'on a des difficultés aujourd'hui supplémentaires. Dans la mesure où les autres ont baissé leur coût du travail, les prix industriels ont baissé en Europe, et les entreprises françaises, pour garder leur part de marché, ont baissé leurs prix elles aussi, mais comme le coût du travail pour elles n'a pas baissé, c'est vrai que les marges ont baissé, et d'autre part, c'est vrai que l'industrie, enfin l'économie française exporte très peu en dehors de la zone euro, donc les Allemands ont pu compenser les pertes sur la zone euro en exportant davantage en Chine, au Brésil, en dehors de la zone euro, parce qu'ils exportaient déjà beaucoup, des machines, des grosses voitures, etc. Nous, on sait moins bien faire ça, donc on a été plus atteints que les Allemands, en particulier par la baisse de la demande dans la zone euro. L'Espagne, par exemple, c'était le pays au monde vis-à-vis duquel la France avait le plus gros excédent extérieur avant la crise. Aujourd'hui, on a un déficit extérieur vis-à-vis de l'Espagne, parce que les Espagnols, ils consomment plus rien, ils achètent plus rien, et aussi parce que, en baissant leur coût du travail, ils sont devenus un peu plus compétitifs pour fabriquer des bagnoles, et donc on fait fabriquer plus de bagnoles en Espagne qu'avant. Donc tout ça est vrai. C'est la raison pour laquelle on a fait les CICE, le pacte de responsabilité derrière, etc., etc. C'est au nom de ce discours. Ce discours n'est pas faux. Le problème, c'est que ces politiques-là, par contre, n'ont strictement aucune chance de résoudre ni les problèmes français, ni les problèmes européens, dans la mesure où ça ne peut aboutir qu'à une chose, c'est à faire plonger désormais la demande intérieure française. Alors, si vous voulez, la demande intérieure française, c'est 20% de la demande intérieure européenne, c'est un gros morceau. Alors, la demande intérieure grecque est en train de lentement de se redresser un tout petit peu, la demande intérieure espagnole aussi, mais enfin, la Grèce, c'est 3% de la zone euro, la France, c'est 20%. Et donc, si on fait plonger la demande intérieure française, ça veut dire qu'on prolonge et on aggrave et on prolonge la stagnation européenne, ce qui est déjà en train de se passer. Donc c'est pas une solution pour la France et pour l'Europe. De toute façon, c'est pas une solution non plus pour la France parce que les autres vont aller plus loin en réaction aux mesures qu'ils ont prises en France pour baisser le coût du travail. Donc, on engage à notre tour la France dans la course au moins-disant social qui plombe déjà l'Europe depuis 4 ans. Les autres vont aller plus loin. Les Espagnols ont déjà dit qu'ils allaient baisser leurs impôts aussi puisque les Français voulaient le faire. Et donc on va juste aller plus loin dans ce sens-là. Les politiques qui sont menées aujourd'hui n'ont strictement aucun impact
sur les délocalisations vers la Pologne, la Roumanie ou la Chine, enfin parce que le ratio il est de 1 à 10 sur le coût du travail, c'est pas en baissant de 2 ou 3% le coût du travail qu'on change quoi que ce soit. L'enjeu de ces politiques, c'est uniquement d'emmerder nos voisins directs, de reprendre des parts de marché aux Espagnols, aux Belges, aux Italiens, etc. C'est une politique agressive vis-à-vis de nos voisins. Il n'y a aucune chance que ça permette de relancer l'intégration européenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que je vous ai démoralisé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on peut faire plus de choses que ce que pense, enfin, si vous voulez, une partie significative de ce qui se passe est liée au fait que les dirigeants français eux-mêmes ont intégré l'idée qu'on ne pouvait rien faire et que de toute façon, Angela ne changerait jamais d'avis, etc., etc. Et je pense que c'est une connerie à plusieurs degrés. D'une part, les Allemands commencent, enfin, je veux dire, la victoire, le bon résultat du Front National en mars dernier en France, en mai dernier en France, ça a quand même été un coup d'alarme très grave. Aucun Allemand ne veut être responsable du fait que l'extrême droite revienne au pouvoir en Europe, et ça change des choses dans l'appréciation des Allemands, des élites allemandes vis-à-vis de la situation européenne. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ont finalement été très modérés jusqu'ici vis-à-vis de n'importe quoi qu'a fait le gouvernement français sur les questions budgétaires. Je veux dire, sur les questions budgétaires, donc le gouvernement français avait dit en avril 3% en 2015, aucun problème, croix de bois, croix de fer. En octobre, c'était 6 mois plus tard, donc c'était surprise, ah ben non, ce sera pas 3%, ce sera 4,3%. Normalement, les Allemands auraient dû grimper au rideau, etc. Ils l'ont pas fait, notamment parce qu'ils mesurent aujourd'hui la fragilité de la situation sociale et politique en France et qu'on peut leur demander plus de choses que ce qu'on pense. L'autre chose, c'est que les Français ont eu l'impression que ça changera jamais et que ça n'a pas changé, parce qu'ils ont toujours Schäuble et Merkel en face. Mais il y a un truc qu'il faut bien voir, c'est que en fait la droite a perdu les élections en Allemagne, la gauche est majoritaire au Parlement allemand. Alors ça se traduit pas au niveau du gouvernement parce qu'il faudrait une alliance entre les Verts, les ex-communistes et les sociodémocrates, mais c'est comme ça. Si vous voulez, on est dans une situation en Europe aujourd'hui où la gauche est majoritaire en France, en Italie et en Allemagne, dans les 3 principaux pays de la zone euro. Si on n'arrive pas à faire plus de choses que ce qu'on fait aujourd'hui dans une configuration comme ça, je ne sais pas quand est-ce qu'on réussira à faire quelque chose. Mais simplement, pour réussir à faire quelque chose, il faut tenter déjà, il faut essayer, il faut oser. Et c'est, pour ma part, un des principaux reproches que je fais aujourd'hui à François Hollande, c'est son absence de vision et d'essai et de courage, enfin, sur le plan européen. Il était à la fois le président du Conseil général de Corrèze, mais aussi un disciple de Jacques Delors. Je crois que j'avais surestimé l'aspect Jacques Delors au moment de la campagne, et qu'il est quand même plus président du Conseil général de Corrèze qu'autre chose, et que ça se traduit par un manque d'initiative et d'engagement sur les questions européennes qui est un des principaux inconvénients, des principaux reproches que je peux lui faire aujourd'hui. Alors, au-delà de cette appréciation sur la situation générale, quelques mots sur ce qu'on peut faire en termes de contenu. Donc, on peut faire, je suis très étonné qu'après l'histoire de LuxLeaks, il ne se soit pas passé davantage de choses déjà sur la question de l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Là, je crois que c'est vrai que c'était très difficile de le faire avec la coalition allemande précédente. Il y avait les libéraux dedans qui voulaient jamais entendre parler de ce genre de truc. Mais on pourrait vraiment faire, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué un peu sur le plan technique, mais on pourrait vraiment faire sauter la question de, les affaires d'impôts sur les bénéfices, les trucages des multinationales de ce type-là, en faisant ce qu'ont fait déjà les Canadiens, les Américains, c'est-à-dire en changeant le mode de calcul des bénéfices en Europe. C'est très facile, c'est faisable sur le plan technique, c'est vraiment juste une question de volonté politique. Je ne crois pas du tout que ce soit parce que, c'est vrai qu'il faut l'unanimité sur ces questions-là, mais excusez-moi,
si les Français et les Allemands sont d'accord, je pense qu'il n'y a pas besoin d'envoyer trop de divisions au Luxembourg pour qu'ils se mettent au pas. Si on ne l'a pas fait jusque-là, c'est uniquement parce que les ministres des Finances et les dirigeants des grands pays ne voulaient pas faire de misère à leurs riches et à leurs grandes entreprises. Hein. C'est la seule raison. Mais ça, on pourrait le faire, et je suis très étonné que le pouvoir public français en particulier n'ait pas été plus allant là-dessus. La deuxième chose, c'est que l'affaire NSA Snowden, ça n'a pas été une grosse affaire en France, parce que nous, on a l'habitude d'être espionnés par un État qui ne rend pas vraiment des comptes, et on a l'habitude de considérer que les Américains, c'est des méchants. Mais ça a été un très gros traumatisme en Allemagne, parce que eux prennent les questions de liberté individuelle assez au sérieux, parce qu'ils ont eu des ennuis dans le passé. Et ils avaient l'habitude de considérer jusque-là que les Américains c'était des gentils, des alliés, etc., etc. Donc ils ont été très traumatisés sur ces choses-là. Donc ça pourrait être l'occasion, par exemple, de lancer vraiment une politique industrielle européenne sur le terrain du numérique. Hein. Bon, c'est un peu ce que veut faire l'éditeur, mais c'est quand même dans des dimensions très, très limitées pour l'instant. On pourrait vraiment foncer là-dessus, si vous voulez. L'industrie allemande, elle va moins mal que l'industrie française, mais l'industrie allemande, elle vend quand même toujours la même chose qu'au début du XXe siècle, hein, des machines et des voitures. Ils ont compris, autant que nous, le virage du numérique, d'Internet, des téléphones portables, etc. On pourrait faire quelque chose ensemble. La deuxième chose, deuxième terrain sur lequel on peut faire des choses, mais ça tout le monde le dit depuis longtemps, mais ça n'avance pas, c'est sur l'histoire de la transition énergétique. Tout le monde le dit depuis longtemps et ça n'avance pas, mais ça devient d'autant plus urgent avec les histoires de baisse du prix du pétrole. Hein. Si on ne fait pas une grosse politique dans ce domaine-là aujourd'hui, ce sera mort. Enfin, tous les gens qui ont commencé à faire des énergies renouvelables et à investir dans ces domaines-là vont être morts dans 6 mois. Hein. Donc, il faut faire quelque chose là-dessus. Il faudrait que ce soit de très grande ampleur. On pourrait, je pense, convaincre les Allemands de faire des choses dans ce domaine-là parce qu'ils ont de l'avance, y compris sur le plan technique, ils pourraient vendre plus de trucs. Simplement, il faudrait que ce soit plus que des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros, de milliards d'euros. Il faudrait que ce soit plutôt en milliers de milliards d'euros que ça se compte. Simplement, quand vous dites à des Allemands, on va mettre 1000 milliards d'euros sur la table pour faire de l'efficacité énergétique et des renouvelables dans toute l'Europe, ce serait très redistributif parce que ça consiste quand même à investir beaucoup d'argent dans les pays du Sud parce que c'est quand même eux qui ont le soleil. Hein. C'est complètement débile de faire ce qu'on a fait en termes d'allocation du capital, ce qu'on a fait, c'est-à-dire de développer le photovoltaïque en Allemagne et en Autriche avant de le faire en Grèce et en Espagne. Hein. La Grèce, c'est un pays qui reçoit 1,5 fois plus de soleil que l'Allemagne, qui produit aujourd'hui 50 fois moins d'électricité photovoltaïque. Hein. Mais simplement, quand vous dites à des Allemands, on va mettre 1000 milliards d'euros sur la table et puis on va donner 150 à l'État grec pour faire de l'efficacité énergétique et du renouvelable, ils vous regardent avec des grands yeux en vous disant, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de faire de donner autant de fric à l'État grec. Et je suis pas sûr qu'un Français réagirait très différemment non plus. Il y a un moyen malgré tout de surmonter cette difficulté, c'est de dire c'est le moment de lancer un grand service public européen de la transition énergétique, c'est-à-dire que ce fric soit distribué dans toute l'Europe par des institutions européennes. Donc, mais pas simplement en Grèce, hein, en France, etc. aussi. Donc ça, c'est le type de choses qu'on pourrait et qu'on devrait faire. Et c'est vrai que là aussi, je trouve que les pouvoirs publics français sont pas très allants, même si tout le monde en parle depuis un certain temps. Enfin, peut-être juste un dernier mot sur ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut quand même reprendre les questions institutionnelles. Je sais que c'est pas très populaire, qu'il y a eu tellement de problèmes avec les traités, etc. Mais je crois qu'on s'en sortira pas dans la zone euro si on démocratise pas les institutions de la zone euro en particulier. Je vous ai dit tout à l'heure, on a fait des choses, mais c'est vrai qu'un des problèmes, c'est que les choses qu'on a fait ont été faites sur un mode intergouvernemental, sans contrôle parlementaire en particulier, notamment avec comme résultat les choses comme la Troïka, donc des gens qui vont imposer des choses dans d'autres pays sans aucun contrôle parlementaire sur ce qui est demandé, sur ce qui est fait. Il faut, je crois, enfin c'est une urgence pour moi de créer un parlement zone euro. C'est vrai que les gouvernements français de gauche et de droite disent toujours il faut un gouvernement de la zone euro. Et quand un Français dit ça, ça veut dire, en gros, il faut que les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro se réunissent et discutent et décident. Mais ça, c'est une proposition pour les Français, si vous voulez, parce que nous, on n'est pas une vraie démocratie parlementaire. Une fois que le président a discuté avec Angela et qu'il a décidé, on fait ci, etc., l'affaire est pliée, plus personne discute en France. Mais chez la plupart des autres pays, c'est pas comme ça que ça marche, parce que c'est des vraies démocraties parlementaires, en particulier en Allemagne.
Et donc ça peut pas se passer comme ça. La priorité, si on veut débloquer les Allemands, en particulier les faire sortir d'une logique purement de règles au niveau de ce qu'on peut faire en Europe, mais qu'ils acceptent qu'on décide des choses en Europe de manière discrétionnaire, il faut d'abord régler la question démocratique. C'est toujours au nom de cet argument-là que Karlsruhe, par exemple, bloque les choses. Hein. Quand la Cour constitutionnelle de Karlsruhe dit on peut pas transférer tel élément de souveraineté en Europe, c'est toujours au nom de l'argument l'Europe c'est pas suffisamment démocratique. Et c'est pas simplement une manière de bloquer les choses, c'est aussi parce que c'est un vrai souci pour les Allemands parce qu'ils ont eu quelques ennuis avec. Donc, je pense que ça, c'est par exemple une des propositions qu'il faudrait faire aujourd'hui, que le pouvoir public français devrait faire aujourd'hui. Dans mon esprit, c'est pas un parlement, c'est pas un extrait du Parlement européen de la zone euro. Il y a des débats là-dessus. C'est plus un rassemblement de représentants des parlements nationaux à l'échelle de la zone euro. Pourquoi? C'est parce qu'il s'agit d'impliquer davantage, enfin, il s'agit de piquer encore plus de souveraineté aux parlements nationaux. Et pour cela, en contrepartie, il est nécessaire de les impliquer davantage en tant que tels, mais je sais que c'est une question controversée. Voilà, simplement quelques éléments sur ce qu'on pourrait faire et sur le diagnostic dans ce cas. Merci beaucoup. Je propose que peut-être qu'on prenne à la file. Allez. Jean-Philippe, à toi. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Invitation de rage, et puis je me rappelle, je vois Olivier Rigvert au fond de la salle. Il y a combien? 12 ans au moins. Ouais, je pense, ouais. Olivier m'avait demandé un article sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce soir, quoique c'est un sujet qui est aussi assez divergent à gauche. Sur la légalisation contrôlée du cannabis, j'avais fait un article qui avait fait débat dans une revue de Rage il y a maintenant 12 ans. Et c'est un sujet qui n'est toujours pas réglé, d'ailleurs 12 ans après, dans les débats à gauche. Et je pense que c'est un sujet qu'on devrait remettre au débat. Pas ce soir, mais en tout cas, je me rappelle de Rage aussi pour ça. Et c'est pour ça que je sais ce que c'est, moi, Rage. Donc merci Olivier. À l'époque, c'était déjà en débat. Moi j'ai envie de dire, puisqu'on a assez peu de temps et qu'on est sur un débat, il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui et qui se posent aussi à gauche, et que dans la période de crise que nous vivons, il faut qu'on les pose ensemble. Je vais prendre 3 chiffres et qui sont liés aussi à des sujets d'actualité qu'on vient de vivre et sur lesquels malheureusement ça n'avance que trop peu. Il nous faudrait 3 planètes aujourd'hui, comme la nôtre, pour assumer le modèle de développement des pays occidentaux. On sort du sommet climatique de Lima. On est sur encore un résultat fortement mitigé, ça n'avance pas ou peu. On a la COP21 dans 1 an à Paris. Les enjeux de changement climatique sont des enjeux à la fois écologiques, sociaux, économiques. Et là encore, on est encore dans des débats qui sont au minimum le cul entre deux chaises, où des décisions à l'échelle mondiale ne sont pas prises, radicales, pour effectivement que ce ne soit pas une catastrophe. Mais pas qu'une catastrophe climatique dans les pays du Sud. Une catastrophe sociale et économique, y compris chez nous aujourd'hui, vu l'ampleur de ce qui est annoncé par les spécialistes du climat aujourd'hui. Et donc ça, c'est un élément de débat qu'il faut, je ne vais pas le développer, parce que sinon je prendrai tout le temps de mon intervention, mais c'est au cœur du débat. Deuxième chiffre, $1 par jour gagné par 2 milliards d'individus sur cette planète. Les inégalités sociales sont criantes. Ce chiffre était de $2 il y a quelques décennies. Donc aujourd'hui, on voit bien que la répartition des richesses est un des sujets fondamentaux au niveau global, mais même maintenant au niveau local. Aujourd'hui, on a un problème d'indicateurs de richesse, de mesure de la richesse et de répartition de la richesse qui nous pose un réel problème pour trouver des solutions équilibrées sur les continents. Troisième chiffre, sur le marché des changes chaque jour, et je le sais parce que j'ai creusé un peu le sujet, parce que je suis en train de mener une mission sur les monnaies locales complémentaires pour le gouvernement, et je rends mon rapport dans quelques jours. 4 000 milliards de dollars par jour sont échangés sur le marché des changes, dont 98% sont destinés au marché spéculatif. Donc, 2% destinés directement à l'économie réelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a 98% des fonds qui sont destinés à l'économie de spéculation et que uniquement 2% sur l'économie réelle. Ça veut dire que l'investissement aujourd'hui est essentiellement produit dans la sphère financière. Ce qui faisait dire à Aristote d'ailleurs que quand la monnaie est devenue une fin et n'est plus un moyen, la cité est en danger. Je crois que ça veut dire aussi que l'urgence allait sur ces questions monétaires. Et quand tu parles de l'euro, il n'est pas question de parler pour moi, en tout cas, puisque je suis un
à soutenir effectivement la monnaie européenne, mais c'est devenu une monnaie unique qui ne concerne plus le quotidien des Français ou des autres peuples européens, qui est devenue une monnaie exclusivement comme le dollar et l'yen, une monnaie spéculative, et qui n'est plus une monnaie commune. Donc l'enjeu, c'est pas d'en faire un retour aux monnaies nationales, mais d'avoir bien une monnaie unique qui passe à une monnaie commune. Et éventuellement, qu'on ait une réflexion sur la création, et ce qui a existé dans l'histoire, de monnaies régionales, complémentaires à l'euro, qui permettraient de redynamiser l'économie, de la relocaliser, de la rendre à 100% réelle sur les territoires, et qui permettrait d'avoir un équilibre aussi monétaire, alors que tu parlais effectivement de laxisme monétaire dans la politique européenne. Et moi, je renvoie à des... Alors, je ne sais pas si vous êtes en face surtout avec cet économiste, Guillaume, mais moi, j'ai été frappé de l'intervention de Gaël Giraud sur France Inter il y a quelques jours, qui parle effectivement de l'euro comme une monnaie commune, et non plus comme une monnaie unique, et que la solution aussi, c'est une autre politique monétaire, et qu'on ait le courage d'avoir cette politique-là. Alors, la réponse qui est donnée, c'est essentiellement l'austérité, tu l'as dit, et malheureusement, l'austérité qui est confirmée par les politiques de gauche en France. Et on nous dit qu'effectivement, c'est l'austérité, avec effectivement ce policy mix que tu détaillais, sur lequel je reviens pas. Et du coup, avec derrière, aucune possibilité de reprendre le contrôle de la finance. C'est-à-dire qu'on a en corollaire de ça une dérégulation complète de la finance, ce qui fait que, par exemple, juste un autre chiffre, la rémunération des actionnaires est passée à un chiffre de 9% de la valeur ajoutée des entreprises. Donc aujourd'hui, on est dans un glissement, de toute façon, de cette politique d'austérité qui donne aussi une dérégulation financière et qui fait que l'enjeu de reprendre le contrôle de la finance est un enjeu aussi politique sur lequel il va falloir qu'on travaille. Du coup, derrière, dès qu'on pose la question de la fiscalité, on peut plus en parler puisque on resserre les taux sur les peuples. Là, tu l'as bien expliqué. Et du coup, dès que le débat de redistribution se pose avec la fiscalité, ben non, il faut plus créer d'impôts. Et donc tout le débat, par exemple, faussé à gauche, y compris entre nous, chers amis, sur la fiscalité écologique, eh ben on peut pas l'avoir dans ce contexte. Et moi, c'est pour ça, je pense que il n'y a pas de clivage spécialement. Je pense qu'aujourd'hui, vu les enjeux climatiques, vu les enjeux de redistribution, si on se dit il faut une contribution climat-énergie au niveau européen, 80% de la gauche va dire oui. Sauf que la situation sociale et économique fait qu'aujourd'hui, et ces politiques d'austérité, nous mettent dans une situation où ce débat ne peut pas avoir lieu. Donc c'est ça la grande frustration, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir un débat fiscal serein, alors qu'à gauche on sait très bien que les impôts et taxes, c'est ce qui est la condition de la redistribution et de la répartition des richesses. Donc là il y a un vrai problème sur lequel il faut qu'on ait un travail. Et à côté de ça, eh ben qu'est-ce qu'on a? Monsieur Moscovici qui est en train de freiner l'instauration de la taxe sur les flux financiers au niveau européen. C'est lui qui bloque. C'est pas possible. Donc là, il y a vraiment une dichotomie qu'il va falloir qu'on travaille politiquement pour que ça bouge, quoi. Et puis enfin, sur la question du travail, globalement, aujourd'hui, il faut repenser le travail et il faut aborder de nouveau des questions qui ne sont plus possibles dans le débat public alors qu'elles ont été des progrès sociaux, les 35 heures. Nous, on dit même aller jusqu'aux 32 heures. Parce que c'est aussi ça. D'une part, ça a créé de l'emploi, contrairement à ce que disent les opposants aux 35 heures, la droite, mais aussi une partie de la gauche. Et puis, ça a permis de répartir dans certains secteurs d'activité le travail et donc aussi la richesse. Donc, la question du temps de travail est aussi une question très importante. La question du revenu maximal, revenu d'existence, quand on va enfin s'emparer de ces questions-là. C'est-à-dire quand, enfin, la répartition des richesses, c'est aussi la répartition des revenus, et quand on va la désolidariser de la question du salaire. Alors oui, avec les organisations syndicales, c'est un débat qui est compliqué, mais c'est un débat très important parce que ça va permettre, à un moment donné, de donner une réflexion politique sur comment on donne à chacun un revenu décent. Alors ça commence. Quand il y avait eu le RMI à l'époque, on avait déjà réfléchi à ça. Là, aujourd'hui, quand il y a la garantie jeune, on a ça aussi en arrière-plan. Donc il faut absolument qu'on ait effectivement un certain nombre de propositions qui soient faites, innovantes. Parce que tu disais, François Hollande, on attendait plus. Oui, bien sûr, parce qu'il n'a pas de courage de lancer ces débats-là. Il n'a pas de courage de lancer effectivement ces débats-là au niveau européen, sur les pactes de transition qu'il souhaiterait et qu'il faudrait pour l'Europe aujourd'hui. Et la France devrait être motrice. Il a l'air de se réveiller sur la transition énergétique. Alors, j'espère que la loi qui a été portée et votée va permettre qu'il se réveille dans la perspective du sommet de Paris et de la COP21, parce que les enjeux sont énormes, considérables. Tu les as cités tout à l'heure. C'est là où il y a une solution à la fois de création d'emplois,
de stratégie industrielle à l'échelle européenne, parce que tu parlais de la politique européenne tout à l'heure, de filière. Je suis persuadé, on est une région, on avait un débat entre les familles de la gauche organisé par le Parti communiste à Saint-Nazaire des États généraux de l'industrie il y a quelques semaines. C'est quelle transition pour l'industrie, quelle conversion industrielle dans certains secteurs d'activité pour la construction navale. On le voit avec les énergies marines renouvelables et les enjeux qu'il y a à l'échelle européenne. On le voit également dans l'automobile. Arrêtons de faire croire à tout le monde qu'on peut maintenir le même nombre d'emplois dans l'automobile à l'échelle européenne. On va avoir une réduction du nombre d'emplois dans l'automobile. Donc il va falloir assurer la diversification et la conversion des emplois de l'automobile et donc avoir une stratégie européenne en matière industrielle et donc dans ces secteurs qui vont décroître. Et je vais conclure sur un point. Parce que moi, tu vois, il y a 12 ans, je commençais ma vie d'élu et puis là, je suis pas loin de la finir. Eh ben, il y avait un sujet qui était déjà clivant à gauche. La question de la croissance. Eh ben, ça n'a pas changé. C'est terrible parce que on nous dit, nous écologistes, qu'on est des décroissants, et puis vous, on vous dit, pour certains, pour eux beaucoup, pour vous un petit peu, vous êtes des croissantistes, productivistes, bétonneurs, etc. Je pense, je vous le dis avec beaucoup de recul, y compris sur ma propre pratique et mes propres discours à certains moments, je pense, et j'ai pris le bouquin d'ailleurs, je finis là-dessus, de Marie-Monique Robin qui a fait un film qui s'appelle Sacrée Croissance, qui est passé sur Arte il y a peu de temps, où elle parle des alternatives, où elle parle de la transition et de la société en transition. Elle dit plus qu'il faut plus de croissance, elle dit qu'il faut décroître dans certains secteurs et croître dans d'autres. Et que c'est cette répartition-là de la richesse. Oui, mais on est d'accord, sauf que quand on est concrètement sur un certain nombre de projets de développement sur les territoires, on est sur des postures politiciennes qui, malheureusement, ne posent pas cette question du débat. Et derrière, elle met, alors ça m'a fait rire, le jour où François Hollande a compris qu'elle ne reviendrait pas. Bon, c'était pas sa vie personnelle, hein, c'était la croissance. Et donc elle fait je viens de finir ce livre, elle l'a sorti la semaine dernière, et elle fait une projection en 2034, donc dans 20 ans, avec un nouveau modèle, et qui aurait démarré le jour où François Hollande aurait dit « J'ai compris que la croissance PIB ne reviendrait pas, c'est une autre croissance qu'on doit soutenir », et il y a un discours fondateur dans ce bouquin. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet peut-être d'aller au-delà de nos clivages et d'aller vers l'essentiel, qui est effectivement comment on va réussir cette transition. On va réussir peut-être dans une période de marasme comme celle-ci, peut-être en innovant dans des initiatives comme les vôtres, parce que même humblement ça suffira pas, mais en cassant des frontières très politiciennes, y compris sur des sujets clivants comme ça, y compris dans des régions où on a des politiques industrielles très fortes, où on a Notre-Dame-des-Landes, où on a d'autres sujets qui sont clivants, et ben c'est peut-être avec des entrées comme ça qu'on va arriver à en sortir et à espérer de nouveau. Merci. Merci. Bien, je voulais à mon tour remercier de l'invitation à l'association RAGE. Et puis, je crois qu'on a un débat ce soir qui est extrêmement intéressant, après l'exposé que nous a fait Guillaume Duval, avec qui on a beaucoup de convergences, quelques questions aussi, je ne sais pas si c'est des divergences, mais quelques questions qu'il faut qu'on éclaire, mais c'est pas un hasard, puisque Guillaume Duval participe, comme beaucoup d'économistes, notamment communistes et d'autres, à l'association des économistes atterrés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des économistes atterrés, des socialistes affligés, des communistes attristés, des écologistes, je sais pas, alertés en tout cas, et qu'il y a besoin qu'on ait ces débats-là, qu'on les ait ensemble, qu'on les ait en public. Moi, je crois que ce qui était hier des divergences sont devenus aujourd'hui des points de fracture qu'il nous faut aborder, mais en tout cas en restant pas l'herbe au pied, et nous, notre volonté, c'est qu'on puisse essayer de travailler avec le plus grand nombre à passer à l'action. Je ferai pas un contre-exposé, parce que je serai, à mon avis, un économiste plutôt affligeant, donc je reprendrai juste quelques points du débat. D'abord, un point d'accord sur l'urgence de changer, de transformer la politique monétaire. Ça fait beaucoup débat, mais je tiens à le réaffirmer, on n'est pas pour la sortie de l'euro. Ce que nous disions il y a 20 ans, c'était qu'il fallait une monnaie commune et non une monnaie unique. Il nous semble que le diagnostic s'est avéré exact. En même temps, on ne revient pas sur 20 ans de construction européenne, sur 20 ans de construction économique, sans engager le pays dans des risques qui seraient très grands et des attaques de la finance
et de la spéculation qui serait très important. Par contre, on fait le constat ensemble que la zone euro est en récession depuis 2012, alors que difficilement peut-être la croissance a repris ailleurs, y compris parce que les grands pays capitalistes, et non des moindres, l'Allemagne, pas l'Allemagne évidemment, les États-Unis, le Japon, ont fait marcher la planche à billets, alors que la Banque Centrale Européenne, dont on a vu que l'émission pouvait évoluer, puisque l'action a déjà un peu changé, continue une politique qui est tout de même de lutter contre l'inflation et donc de protéger le capital et sa rémunération. On pense, nous, par contre, que la BCE pourrait financer un allègement des dettes publiques en rachetant et réorienter la politique du crédit vers les investissements productifs, les investissements dans l'innovation, les investissements créateurs d'emplois. Il nous semble que la deuxième urgence est celle de la réorientation de la politique du crédit. Ça fait peut-être partie des questions qu'on a ensemble quand j'entendais dire que le coût du capital était peut-être une connerie. Je ne sais pas si on en a la même définition. Quand nous disons que le coût du capital est un problème, on pense aux 309 milliards de services des intérêts financiers et on pense évidemment aux dividendes. Et peut-être que si, après Yannick Guin, je pense à mon tour, et c'est pas un scoop ce soir, que la lutte des classes existe toujours, c'est peut-être sur l'opposition entre le coût du capital et le coût du travail dont on nous fait la publicité à longueur de temps et qu'il faudrait baisser sous les applaudissements du MEDEF. Donc réorienter le crédit, ça nous semble majeur. Nous n'avons pas été de ceux qui crachaient sur la mise en place de la BPI, mais aujourd'hui, on peut constater qu'elle est sous-dotée et qu'elle ne peut pas répondre autrement de la même manière que les outils que nous avons dans les régions, dans une région comme la nôtre, en garantissant des crédits, etc., à faire autre chose que combler des petits bouts de défaillance de la place financière. Et c'est ce que j'entendais dans le discours de Guillaume Duval sur le coût du capital, parce que nous partageons l'idée que le capital peut être accessible, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui veut investir. Donc il faut bien travailler sur cette question-là. Et c'est pour ça que pensons-nous à un pôle public bancaire, alors peut-être une BPI plus étoffée, mais en tout cas à sortir du cercle vicieux qui fait que les places financières ne financent plus l'économie productive, ou en tout cas insuffisamment, en agrégeant des banques dans une sphère publique dont, parce qu'on a déjà nationalisé des banques en 80, on a vu que ça suffisait pas si elles ont les mêmes missions que les autres, mais dont le rôle serait de financer les relocalisations industrielles et la relance par l'investissement, parce qu'après tout, les banques et le rapport des entreprises aux banques, c'est pas tellement plus loin que celui des particuliers. On met de l'argent dans la banque qui nous prête de l'argent quand on veut acheter une maison, par exemple. Eh bien, les entreprises, si on avait ce pôle public bancaire, mettraient plutôt leur argent là où on leur prête de l'argent, donc, et ça pourrait entraîner la place bancaire vers un cercle vertueux. Je veux insister sur une chose, parce que il n'y aura pas de relance économique sans redressement industriel national. Parce que le diagnostic qui était fait d'une transformation de l'économie vers une économie de services ne peut pas marcher. Parce qu'un emploi dans l'industrie, c'est 4, 5, 6 emplois induits. C'est aussi des services, c'est aussi le commerce, c'est aussi des salariés qui sont payés, qui vont consommer à côté. C'est toute une chaîne de financement qui n'existe pas sur l'économie de services. Je vous passe le couplet sur le constat, mais on a perdu des millions d'emplois industriels sur les 30 dernières années. Le temps est venu à la reconquête. Les pistes proposées sont intéressantes, mais on pourrait en parler d'autres. On est à part l'aéro, l'agroalimentaire et le luxe, plus grand chose, mais on a une industrie navale qui fait la démonstration de son savoir-faire. On lève encore pas loin d'ici les plus gros blocs d'Europe, on construit les plus gros paquebots du monde, et il y a aussi là-dessus, y compris en allant jusqu'à de l'économie circulaire et des circuits courts, un certain nombre de choses qui sont à faire. Je reviens une minute sur cette affaire de coût du capital. Moi, j'ai été assez marqué et très engagé dans la bataille sur la CETA. Quand on prend les quelques chiffres de cette bataille, on tue le débat sur coût du travail, coût du capital. 40 000 euros par mois et par salarié du groupe Imperial Tobacco reversés en dividendes, et le coût d'un paquet de cigarettes, la masse salariale sur un paquet de clopes construit à Nantes ici, où le coût du travail est censé être élevé, c'est 4 centimes d'euros. Je crois que quand on donne ces deux chiffres, on voit bien les aberrations dans lesquelles on se trouve. C'est 2,25 milliards
de livres de bénéfices en 2013. Et là encore, il y a du bon bénéfice et il y a du mauvais. Le mauvais, c'est la rémunération des dividendes. Le bon, ça peut être celui d'être cherché, d'être redistribué dans l'investissement. Et je crois qu'il faut qu'on s'attarde sur les réactions qui sont dans la population quand on donne ces chiffres. Parce que le gouvernement de François Hollande, je crois qu'il s'est arrêté le changement au bout d'une semaine quand rien n'a été renégocié avec Angela Merkel et que on a eu quelques millions d'euros dérisoires d'investissement pour relancer la croissance. Mais imaginons aujourd'hui les dégâts avec l'effet de la politique qui est conduite. Quand on a Valls à la City qui dit que son gouvernement est pro-business pendant que le capital anglo-saxon est en train de licencier 327 personnes ici, pour déplaire à Emmanuel Macron, non seulement les ouvriers ils savent lire, mais ils comprennent très bien quand on est en train de se foutre de leur gueule, alors même qu'une loi sur les licenciements boursiers, pour parler des solutions de reprise en main de ce qu'on peut faire à gauche, aurait suffi en 2 lignes à éviter tout ce qui s'est passé à la CETA. Elle avait été presque votée au Sénat sous Sarkozy quand le Sénat était de gauche, et elle n'est toujours pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et ça nous semble grave. Une chose sur laquelle je voulais insister, c'est sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui le scandale du CICE. Je reviens toujours à la CETA, mais comment on peut expliquer qu'il y a 1,3 million d'euros sur l'exercice 2013-2014 qui sont octroyés à Imperial Tobacco pour licencier ici. Et quand on reprend un peu des chiffres locaux, c'est 1,3 million d'euros donnés sans contrepartie par le gouvernement. Ils auraient été plus utiles dans le budget de Nantes Métropole, qui est lui-même en baisse de 110 millions d'euros jusqu'en 2017 si on cumule les effets. Autrement dit, quand on nous dit, et quel que soit notre point de vue, le nôtre est clair sur la rediscussion de la dette, j'ai parlé de la BCE, on pense qu'il y a une partie qui est légitime, on demande un audit citoyen, mais quand bien même on penserait que la seule mission des pouvoirs publics aujourd'hui serait l'assainissement des finances, comment peut-on dire ça au pays quand on donne à fonds perdu en chèque, parce que c'est des chèques, le CICE, on parle de crédit d'impôt, mais on remet de l'argent par chèque sur un seul critère qui est la masse salariale. Autrement dit, les agences d'intérim perçoivent des milliards, je crois, beaucoup de CICE. Et quand on met en parallèle les 20 milliards donc à fonds perdus du CICE, les 13 milliards qui font défaut aujourd'hui en dotation de l'État cumulé jusqu'en 2017 des collectivités locales, on voit bien que ça marche sur la tête et que la balance est négative pour financer l'investissement public, parce qu'on pense que l'investissement public est une des manières de relancer l'économie. En tout cas, tant qu'on pratiquera comme ça, les 1 million d'emplois supplémentaires, ils resteront que sur le PINS du Cataz, mais dans un cercle vicieux d'austérité qui ne pourrait pas servir le pays. Je ne vais pas aller tellement plus loin, mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il est temps de rentrer en action. Est-ce que demain, pouvons-nous ensemble dire ce que nous pensons du CICE si le constat est partagé? Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser la situation comme ça et laisser les salariés de la CETA cramer leur carte d'électeur dans la cour de la mairie comme ça s'est passé il y a quelques semaines. On a demain la loi Macron. Je prends qu'un seul exemple puisque les commerces sont ouverts le dimanche. Malgré nous, puisqu'on s'est opposé à cette mesure, mais à Nantes, on passerait de 5 à 12 dimanches avec un minimum de 5, alors qu'avant c'était le plafond 5. Donc c'est pas le seul moment où la gauche met le plancher sur le plafond, en tout cas ceux qui prétendent gouverner au nom de la gauche aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut rentrer ensemble dans ces campagnes-là? Je crois qu'il faut faire très attention pour conclure à ce qui est en train de se passer à l'échelle européenne, à ce qui peut se passer demain en Grèce, même si c'est 3% du PIB européen, parce qu'il y aura là des questions clés qui seront posées aux Grecs et au système européen si Syriza, comme les sondages semblent l'indiquer, arrive en tête et arrive à gouverner le pays. Alors je voudrais pas... Je vais quand même finir sur un brin moqueur, puisqu'on a entendu Moscovici aller défendre le gouvernement actuel, et conseiller à l'eurodéputé PS qui avait critiqué son action là-bas, qu'il avait qu'à rejoindre le front de gauche. Mais je crois que d'ici là, on accueille tout le monde à bras ouverts, hein. Mais d'ici là, on a besoin de rassembler, de débattre, avant tout de débattre. Aujourd'hui, Manuel Valls est le plus grand diviseur commun de la gauche. Comment on fait pour mettre en débat tout ça? Et je crois, moi,
Pour ça, je partage le propos de Yannick Guin, qu'il suffira pas de dénoncer, qu'il va falloir convaincre, et que toutes les initiatives que nous prenons sur les possibilités de relocalisation industrielle, sur les débats économiques que nous pouvons avoir pour convaincre qu'il y a une alternative possible, puisque Valls gouverne comme Thatcher en disant qu'il n'y a pas d'alternative, seront utiles. En tout cas, nous serons disponibles pour mener ces batailles ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Guillaume, tu as dit deux choses importantes tout à l'heure. La première, tu as dit plein de choses importantes, mais au moins deux. La première, c'est que les fondamentaux économiques en Europe sont bons. Voilà. Ça, c'est quand même important, parce qu'on nous dit le contraire tous les jours. Voilà. Moi, il y a des fois, je dis, vous savez, on n'est pas le Burundi, enfin, j'essaie de dire ça avec mes mots, quoi. Hein. Bon. Donc, il y a beaucoup de richesses qui sont produites en Europe. La question de la répartition des richesses, évidemment, c'est une autre chose. Mais les fondamentaux sont bons. Et deuxièmement, la gauche est majoritaire en France, en Allemagne et en Italie. Bon. Donc on avait quand même toutes les conditions pour ne pas en arriver dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on peut essayer de dire tout ce qu'on veut, enfin, l'échec est au bout si on ne reste pas rapidement, quoi. Voilà. Et pourtant, il y avait des espoirs importants, et pourtant l'unité de la gauche s'est faite pour permettre à François Hollande d'arriver comme président de la République. Et puis là, on a l'impression d'être dans une impasse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que ce qui s'est passé, c'est tout ce sentiment que face au marché financier, on pouvait peut-être pas grand-chose. Moi, j'entends une musique de plus en plus importante dire, quand on est arrivé au gouvernement, eh ben, on ne pensait pas que la situation était si terrible que ça. Et si on allait prendre des mesures trop importantes, eh ben, les marchés financiers allaient nous étrangler. Enfin, bon sang de bonsoir. D'abord, à quoi servent tous nos énarques s'ils ne savaient pas quelle était la situation exacte? Donc, je ne crois pas. On savait quelle était la situation exacte. Et deuxièmement, on a fait tout le contraire de ce qu'on avait dit, et notamment au niveau européen. Bien évidemment, si on accepte le TSCG, si on accepte les 3%, eh ben, on était dans la nasse. Et pourtant, on l'avait dit, on l'avait débattu au sein du Parti Socialiste. C'est pas un élément qu'on a découvert. Mais je crois qu'on n'a pas osé. Certains n'ont pas osé. Alors, je ne crois pas que ça soit une question que conseiller général de la Corrèze. Bon, il y a des positions différentes dans la gauche. Il y en aura toujours, et c'est une bonne chose. Bon, après, il faut essayer de se rassembler. On s'était rassemblés sur cette idée, quand même, et c'est ça qui a fait notamment gagner François Hollande, qu'on ne pouvait pas accepter le TSCG. Et on l'a accepté aussitôt en arrivant. Voilà. Et après, tout va dans le même sens. C'est-à-dire qu'après, on nous explique que ce qui est le problème, c'est qu'il n'y a pas assez que les dépenses publiques sont trop importantes. Or, quand on regarde les chiffres, depuis une vingtaine d'années, c'est pas vrai que les dépenses publiques ont augmenté en France, à part au moment de 2008, quand il y a eu la crise, il a fallu évidemment suppléer à tout le crack bancaire, etc. Mais globalement, les dépenses publiques ont beaucoup augmenté. Par contre, depuis 20 ans, ce qui se passe, c'est qu'on a baissé les impôts, et les impôts des plus riches et les impôts des sociétés. Donc s'il y a moins de rentrées, bah évidemment, après, on a un problème. Mais on essaie de nous faire croire que l'État, ça se gère comme une famille. C'est les bêtises qu'on nous raconte là tous les jours. On peut pas dépenser que plus que ce qu'on gagne. Bah oui, mais sauf qu'un État, lui, il décide de ce qui rentre. Bon. Donc, tous ces éléments-là, moi je crois que à partir du moment où on commence à reculer, ben, le doute s'installe, la division s'installe, parce que je reconnais, la politique gouvernementale aujourd'hui, divise la gauche. Bon. Et puis, les éléments, donc ceux qui avaient en plus l'envie d'y aller, ben, ils commencent à affaiblir, à se décourager. Et les éléments les plus libéraux, c'est eux qui prennent le dessus. Bon, moi je crois que, et tu as eu raison de dire que c'est quand même le gouvernement français, toutes les organisations non gouvernementales le disent, c'est le gouvernement français qui est en train de faire échouer la taxe sur les transactions financières au niveau européen. C'est un comble. La réforme bancaire qu'on avait dite, qu'on ferait, avec séparation entre les activités spéculatives et les activités de banque normales, etc., 80% aujourd'hui de ce que font les banques, c'est de la spéculation. Et ben le lobby bancaire a réussi à se sauvegarder et avoir une réforme bancaire qui ne le touche pas. Et donc après, tout y va. Après, on a un Premier ministre qui dit « moi je suis pro-business, ce qu'il faut c'est que les entreprises soient libérées », et on arrive à la loi Macron, plus on dérégule, plus ce serait des lois de gauche. Tout le contraire de tout ce qu'on a raconté tout le temps. Et nous, on recule, et les électeurs sont désespérés, les militants de gauche commencent à dire « puisque c'est ça, je m'en vais ».
ou alors traître, socialiste traître, etc., etc. Et on y va. Bon, moi, je dis cette situation, cette spirale, elle n'est pas encore inéluctable. Bon, on a la possibilité, si on se rassemble. Je sais bien que c'est pas simple le rassemblement. Je sais bien qu'on a y compris des échéances électorales et visiblement on va partir divisé. Je suis pas en train de dire c'est la faute de machin. Je suis en train de faire un constat ce soir. Mais face à la droite, faut se rassembler. Bien. Par contre, il faut mettre en avant des propositions pour un rassemblement rose-rouge-vert, comme on a l'habitude de dire. Bon, moi je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on a toujours avancés qui peuvent nous rassembler. Bien évidemment, au niveau européen, le problème, il n'est pas de faire une crise au sens qu'on va quitter l'euro, il suffit de dire non, c'est non. Voilà. Quand la France dit c'est non, on respectera pas le TSCG, Merkel, qu'est-ce qu'elle dit là pour l'instant? Elle dit rien. Donc ça prouve qu'on a des marges de manœuvre, y compris au niveau européen. Quand le gouvernement britannique nous dit je vais taxer de 25% les entreprises, les multinationales qui payent pas en Angleterre, je n'ai pas entendu notre gouvernement dire chiche, nous on fait pareil. Enfin, bon sang, il y a des possibilités quand même. On a même soutenu Juncker, le Premier ministre d'un paradis fiscal, pour être à la tête de l'Union européenne. Enfin, là, le monde est quand même un peu à l'envers. Donc, au niveau européen, il suffit de dire avec force, non, on n'accepte pas ces règles, et je pense qu'il y a des renégociations qui seront possibles. Deuxièmement, la vraie réforme fiscale, enfin, parce qu'on ne l'a pas faite. Alors on peut avoir des différences, CSG, pas machin, mais au moins rétablir un impôt réellement progressif. 13 tranches on avait, il faut y revenir. Voilà, c'est des choses qui montreraient à nos électeurs, aux citoyens, aux salariés de ce pays qu'on veut modifier des choses. La loi bancaire, ça je viens de le dire. Je suis aussi pour qu'on discute de la réduction du temps de travail. Parce qu'il y a des gains de productivité qui continueront à se faire, il y a une automatisation qui se feront, et à gauche, nous devons nous revendiquer les 35 heures, et du fait que c'est ça qui est la politique qui a permis de créer des emplois. Le CICE n'en crée pas, le pacte de responsabilité n'en crée pas, etc. La réduction du temps de travail est une piste qu'il faut continuer à explorer. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, évidemment, il faut relancer les investissements publics, cibler la transition énergétique, et je crois que, y compris au niveau européen, on est en train de reculer là sur les questions du climat, de l'air. Donc là, ça commence à être inquiétant. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais oui, il faut de l'investissement public. Il faut même créer des emplois publics. Ils coûteront moins cher que les emplois qui ne sont pas créés avec le CSE. Voilà des pistes, à mon avis, qu'il faut affirmer ensemble pour tenter de renverser la vapeur à gauche et de recréer l'espoir qui est évidemment en train un petit peu de s'étioler. Bien, je vais essayer d'être très court pour qu'il puisse y avoir un débat et qu'on puisse échanger. Moi, je vais d'abord dire que il n'y a pas tellement de lieux de rencontre où on peut discuter. Le Parti communiste, comme tu le disais, Jean-Philippe, en a fait un il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y en a un autre. Moi, je suis en effet pour qu'on puisse multiplier au-delà de nos postures ces rencontres, parce qu'en fin de compte, dans ce que les uns et les autres ont dit, moi je trouve un certain nombre de points d'accord. Après, la question, c'est la question que tu poses, Aymeric, c'est comment on fait pour dépasser ou aller plus loin que ces débats, essayer d'acter nos points d'accord, et puis, pour employer ce que tu as dit, rentrer en action. Et la question aujourd'hui, elle est pas de faire un tableau catastrophique de la situation, parce que faire un tableau catastrophique de la situation, ça a pour effet de tous nous désespérer. C'est-à-dire que si aujourd'hui on voit que tout est bloqué, tout est noir, tout est fini, je veux dire, on va faire autre chose. Et puis quand on dit cela aussi à l'extérieur, alors je dis pas que c'est ça qui le fait, mais bon voilà, on est dans un pays où quand même le Front National est quand même important. Donc je pense qu'on a quand même un devoir de redonner de la confiance, de redonner de l'espoir. Et la question qui nous est posée, c'est autour de quoi on recrée l'espoir, autour de quoi on recrée la confiance, autour de quoi on recrée du collectif. Et je crois que recréer du collectif, ça passe aussi par nos capacités à montrer à l'extérieur qu'on arrive à dépasser des clivages, qu'on arrive à discuter, qu'on arrive à entrer en action. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets, en effet, sur lesquels on peut rentrer en action.
Moi, je crois que aujourd'hui, et on l'a vu qu'aujourd'hui, un certain nombre de réactions ont permis de faire que le gouvernement puisse modifier sa politique. Alors moi, je pense pas que le gouvernement actuel, il va changer comme ça du jour au lendemain de politique. Je pense que aujourd'hui, il faut que on puisse infléchir la politique du gouvernement, que sur un certain nombre de points qui peuvent nous paraître importants. Bon, je prends la question du travail du dimanche. S'il y a une réaction massive, si au niveau syndical ou associatif il y a des mobilisations, je pense que le gouvernement il peut revenir. Je pense sur la question des retraites qu'on entend aujourd'hui que on va revenir sur la question des retraites. Eh bien, je pense que il faut de manière forte pouvoir dire que non, il n'est pas question aujourd'hui et qu'il y a d'autres priorités. Et les autres priorités, eh bien, c'est en effet de voir comment, et ça a été dit, donc je ne vais pas le redire, comment on peut faire en sorte de renforcer l'économie, de renforcer l'industrie. Et moi, je suis d'accord. Il y a des secteurs où, alors pour employer des mots, il y aura de la décroissance, et puis il y en a d'autres où il y aura de la croissance. Mais c'est autour de ces questions-là que l'on peut avancer. Voilà. Moi, je veux pas être plus long. Je pense qu'il faut qu'on débatte, qu'on puisse partager un certain nombre d'opinions. Mais je suis pour que ce type de débat il puisse continuer. Et je suis pour que ce type de débat il puisse aussi déboucher sur des prises de position communes. Merci. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors pour juste compléter aussi ce qui vient d'être dit, si je donc moi je voulais surtout quand même aussi comme Alain remercier Jean-Philippe et Aymeric d'avoir accepté en plus très naturellement et même spontanément cette invitation, le ressouligner parce que c'est important, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas nous qui sommes militants dans des partis politiques, qu'il faut reconstruire nos relations au niveau de l'ensemble des partis de gauche et qu'on sorte, et Alain tu l'as dit, mais il faut le redire, que les seules relations qu'on a depuis une bonne dizaine d'années, en tout cas, ce sont justement des relations où on se voit pour négocier des postes pour les élections municipales, départementales ou régionales et même nationales au niveau des législatives ou des sénatoriales. Et je pense qu'il faut absolument sortir de ça. C'est beaucoup plus que urgent. Et donc forcément, cette initiative, elle en appelle d'autres. Et on le voit bien aujourd'hui sur l'ensemble des expressions qui ont été dites depuis tout à l'heure. Et finalement, qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui a été dit ce soir? Et je pense qu'on se pose tous et toutes la même question, et d'autant plus aujourd'hui dans la période actuelle, c'est comment on fait bouger les lignes. Et on voit bien, donc moi en tant que je suis militant socialiste depuis de nombreuses années dans ce formidable parti, et ce qui me désole fortement aujourd'hui, c'est ce qui a gagné un peu notre classe dirigeante, c'est que nous avons le conformisme et la pensée unique qui s'est installée. Nous sommes en tout cas pour beaucoup, alors peut-être moins, mais moins dans cette salle, mais nous avons grandi sous Thatcher et finalement même sous le blairisme, et on voit bien que c'est en train complètement de gagner aujourd'hui en France et de gagner la gauche française. Et je pense, j'allais dire mes camarades, mes chers amis, chers camarades, que personne dans cette salle n'aurait pu penser qu'aujourd'hui, en 2014, nous aurions pu assister à de tels renoncements qui sont portés par la gauche, alors qu'en 2012, nous étions lucides sur les contraintes dans lesquelles nous évoluions, mais je pense que personne n'aurait pu penser que nous aurions laissé, et c'est un peu ce qui est dit en ce moment au niveau national, que finalement, et Guillaume Duval, tu le rappelais tout à l'heure, mais aujourd'hui on nous dit qu'une seule politique économique est possible. C'est pour ça que je parlais de Thatcher tout à l'heure, et nous laissons en tout cas un petit peu symbole s'instaurer en disant voilà, there is no alternative. Excusez-moi, je parle très mal anglais, mais en tout cas c'est ce qui est dit aujourd'hui, et laisser à penser ça, qu'une seule une seule politique économique est possible, finalement ça vient entériner complètement l'impuissance du politique, et surtout ça nourrit forcément l'abstention, et ça incarne aussi ça favorise la montée des forces extrêmes et radicales. Et si on laisse installer ça, et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans notre pays, c'est laisser à penser qu'aujourd'hui il faut arrêter de se battre pour la conquête des droits sociaux. Et ça a été rappelé par Aymeric notamment et Jean-Philippe, et vous avez cité quelques exemples. Vous avez parlé
donc du travail du dimanche. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on renonce à ces conquêtes de droits sociaux, sur la réduction du travail. Comment aujourd'hui en 2014 on ne peut pas penser que nous militants de gauche nous devons porter cette vision d'une vraie société du temps de réduction du travail. Hier, alors j'étais très énervée hier vis-à-vis du gouvernement. Bon, tant pis, mais c'est comme ça. Mais donc est sortie la nouvelle loi sur la contractualisation urbaine pour les quartiers, donc ce qui s'appelle l'ANRU. Et dans notre région, avant, nous avions 13 agglomérations et ça faisait 13 agglomérations et ça faisait 19 quartiers qui étaient concernés. Aujourd'hui, nous avons plus que 3 agglomérations et 6 quartiers en Pays de la Loire qui sont concernés par cette politique. Donc clairement, là aujourd'hui, il y a une vraie question sur ces questions de conquête sociale. Alors, du coup, et ça a été dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avant, beaucoup de nos camarades, il y a des dizaines d'années, pour assurer ces conquêtes sociales, ils prenaient les armes, ou ils prenaient, voilà, les baïonnettes. Nous aujourd'hui, nous avons donc ce grand mot qui sont, en tout cas, ces grands mots et ces grands termes qui sont la politique et qui sont la politique publique et qui aujourd'hui peuvent réguler notre société. Et je prendrai un exemple qui pour le coup est à l'initiative d'une camarade écologiste qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais qui était ministre, Cécile Duflot, et qui a porté avec courage en tout cas l'encadrement des loyers. Oui, oui. Ça a été fait. On est revenu et on a renoncé. Pourquoi on a renoncé? Parce qu'à un moment, là, la politique publique, elle s'est imposée. Elle s'est imposée, déjà, il y avait du courage politique, il y avait de la volonté politique, donc ça démontre, mes camarades, que oui, c'est possible, lorsqu'on a du courage et de la volonté. Elle s'est imposée aussi face aux puissants, donc lorsque la politique publique s'impose aux puissants et aux intérêts des grands puissants, on voit aussi que on peut renoncer et que la gauche peut renoncer à la pression des lobbies, parce que si c'est passé par la suite. En tout cas, ça démontre vraiment que nous avons aujourd'hui les outils en main pour pouvoir justement proposer une autre alternative. Et je terminerai là-dessus parce que je pense que c'est ça qu'il faut, en tout cas dans ce chemin que nous devons aller. Il faut que nous pensions aujourd'hui une alternative globale face au libéralisme, parce que le combat, il est là, il est face au libéralisme, et que nous pourrons le penser que si nous changeons aussi nos rapports entre nous, déjà entre les partis de gauche, mais aussi avec la gauche syndicale, la gauche associative, la gauche mutualiste, la gauche de l'éducation populaire. C'est des discours qu'on aime à répéter, mais mine de rien, dans la traduction aujourd'hui concrète, ces rapports ne se font pas forcément, et on n'arrive pas à créer cette force progressiste pour justement combattre et arriver à proposer une alternative face au libéralisme. Merci. Je pense que vous nous avez écoutés là. Moi, je pense que les interventions sont importantes. J'aurais certainement beaucoup de choses à dire, mais peut-être que l'occasion se présentera tout à l'heure. Mais je pense que le moment est venu de vous donner la parole et d'entendre.